Je vais d'abord vous présenter Dominique Paturel, qui est chercheuse en sciences sociales en retraite, qui était à l'INRA, qui travaille sur la thématique de la démocratie alimentaire, qui fait partie du collectif Démocralim, qui a participé à la fondation du collectif de la sécurité sociale de l'alimentation, et qui est membre de la fondation Copernic. Voilà, un peu... j'ai rien oublié ? Non. Voilà. Donc, on va faire cette conférence en deux parties. Une partie où on aura un apport un peu théorique sur ce qu'est la sécurité sociale de l'alimentation. Et puis une autre partie sur le début d'une mise en pratique, enfin une amorce sur la mise en place d'un collectif de la sécurité sociale de l'alimentation sur la salle. Voilà. Ah oui, ok. Merci. Écoutez, bonjour à toutes et tous. Alors, merci pour cette invitation dans cette convergence des loutres. Et j'espère que bientôt sera très présente dans ces loutres toutes les initiatives, expérimentations autour de l'accès à l'alimentation. En tout cas, ça serait bien. Donc moi, je vais vous parler de ce projet de SSA. Et je vais vous en parler à la fois dans l'explication de comment ça s'est mis en place et quels sont les principes, enfin en tout cas les piliers de la SSA, et en même temps je vais vous en parler du point de vue d'un collectif plus politique auquel je participe, qui s'appelle PEPS, pour une écologie populaire et sociale, et donc un peu plus l'analyse qu'on a nous du point de vue de l'écologie sociale sur ce type de dispositif. Enfin, en tout cas, sur ce type de dispositif et de projet politique, surtout. Alors aujourd'hui, la sécurité sociale de l'alimentation, c'est quelque chose quand même qui commence à se partager pas mal. En tout cas, la SSA, donc en raccourci, la SSA, on la retrouve dans tous les festivals possibles et inimaginables qui existent aujourd'hui, que ce soit autour des luttes locales ou moins locales, ou tous les festivals qui essaient de reposer la question fondamentale de comment on fait pour reprendre main sur notre système démocratique. Alors, dans l'équipe de recherche dans laquelle j'étais, nous, on a travaillé d'abord et avant tout sur le renouveau des circuits courts qui se met en place en France à partir de 2008. Et ça veut dire quoi, le renouveau des circuits courts ? Ça veut dire finalement comment un certain nombre de lieux comme les marchés couverts, non, l'inverse, les marchés de plein air, pardon, essaient de faire la distinction entre les revendeurs et les producteurs. En gros, hein, c'est un peu là-dessus. Et ça s'installe dans une histoire encore un peu plus longue, qui est qu'à partir des années 2000, on a en France, mais c'est pas seulement en France, hein, c'est un mouvement qui est beaucoup plus général, se met en place, en particulier pour nous, en France, les AMAP. Et l'enjeu dans les AMAP, donc dans les associations de maintien de l'agriculture paysanne, l'enjeu, c'est vraiment comment on réinterroge, nous, consommateurs, les conditions de la production qui nous permettent de manger. Et donc, dans le système des AMAP, c'est vraiment des liens qui se nouent de façon assez forte entre des consommateurs et des paysans. Et ça produit quand même des choses extrêmement intéressantes en termes de processus démocratique. Et donc ça fait partie des éléments qui expliquent finalement, un quart de siècle plus tard, la sortie de ce projet pour une sécurité sociale de l'alimentation. Donc nous, on s'appuie aussi sur ce travail-là à partir de 2008-2010, sur le renouveau des circuits courts, donc les marchés de plein vent, mais ça va être aussi le début de la mise en place des boutiques de producteurs. C'est-à-dire, c'est comment finalement les paysans s'organisent pour prendre en charge cette partie-là qui leur échappe quand même beaucoup, qui est celui de la vente de leurs produits. Donc ça, c'est possible dans le cadre des circuits courts. Donc il y a plein de choses. À partir de 2010, une effervescence des expérimentations qui existent et qui sont un peu sur ce modèle-là. Donc, tout ça, ça touche
une petite partie de la population. En partie, cette petite partie à laquelle nous appartenons. Et ce qu'on se rend compte quand même assez vite, c'est que dans ces formes de renouveau, eh bien, les classes populaires sont absentes, complètement absentes. Et donc la question derrière, c'est finalement, comment ils font pour accéder à l'alimentation ? Et très vite, on tombe évidemment sur la question de l'aide alimentaire. Alors, cette aide alimentaire, je vais vous en parler un peu rapidement, mais quand même pour essayer de vous montrer aussi en quoi ça fait partie des entrées sur cette question de la sécurité sociale de l'alimentation. Pourquoi c'est embêtant d'ailleurs. La filière de l'aide alimentaire en France, elle se met en place au milieu des années 80. D'ailleurs, le mot filière de l'aide alimentaire, en réalité, est assez récent dans le vocabulaire. Il a été repris par le vocabulaire militant. Mais au milieu des années 80, donc c'est Coluche, avec les Restos du Cœur. Et ça tombe pas à n'importe quel moment. C'est-à-dire que ça tombe au moment où on a clairement les effets, les premiers effets de la crise néolibérale, en particulier du côté de la question de la surproduction agricole. Et à ce moment-là, on se retrouve dans une situation où il y a un certain nombre d'ONG, d'associations des pays du Sud qui disent très clairement, ils le disent déjà depuis un moment, mais là ça devient vraiment puissant, puisque cette aide alimentaire, il faut comprendre qu'elle se déverse sur les pays du Sud depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc elle a participé à l'organisation du système agro-industriel de production. Et il se trouve qu'il y a un certain type de résistance qui commence à se mettre en place de la part des pays du Sud et qui disent non mais nous, cette aide alimentaire, elle commence à nous poser sacrément de problèmes, enfin elle nous pose sacrément de problèmes, elle déstabilise complètement les marchés locaux, donc il faut démerdez-vous, vous les pays du Nord, je vous le fais vite, mais il faut que vous repreniez une partie de ce que vous nous amenez, en particulier le blé, etc. Et juste à ce moment-là, il y a cette proposition qui arrive, en gros, de construction de ce qui va être la filière de l'aide alimentaire en France via les Restos du Cœur. C'est-à-dire qu'il y a cette construction politique qui se fait sur le fait qu'on a les premiers effets de la crise et donc un certain nombre de gens qui ne mangeraient pas à leur faim et la réponse par le biais de cette initiative. Et ça tombe bien, parce que finalement l'Europe doit reprendre une partie de sa surproduction et il faut bien qu'elle l'amène quelque part et ça va arriver finalement à trouver son débouché sur la mise en place de cette filière. Il faut savoir que l'aide alimentaire, le modèle de l'aide alimentaire française, donc on a 4 opérateurs qui sont toujours là d'ailleurs, qui construisent ce segment de marché, c'est les Restos du Cœur, les banques alimentaires, le Secours populaire et la Croix-Rouge. Voilà. Et ces 4 opérateurs vont finalement organiser cette filière de redistribution des surplus agricoles à l'échelle européenne. C'est ce modèle-là qui va servir d'ailleurs à l'Europe pour construire sa filière telle qu'elle existe en particulier aujourd'hui. Donc au milieu des années 80. Donc vous voyez, on a quand même un peu plus d'un quart de siècle de la mise en place de cette filière. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette filière, elle est importante dans la mesure où effectivement, on va y redistribuer les surplus du système productiviste. Ce système productiviste, d'ailleurs, quand on discute avec les gens qui étaient à cette époque-là, ils nous disent clairement que de toute façon, ils ne savent pas moins produire. Et que donc, on sait pertinemment que tout ce qui ne pourra pas rentrer dans les canons, entre guillemets, législatifs de la marchandisation de l'alimentation, il faudra bien l'écouler quelque part. Donc, soit on le jette. Bon, pour rappel, on a à peu près la production agricole, ça représente presque 30% du gaspillage alimentaire. Et donc, il faut bien trouver une voie de sortie qui va être de toute façon de les jeter, de façon importante, surtout sur cette période-là. On ne se pose pas tout ce type de questions. Et finalement, de capter une partie de la population, d'assigner une partie de la population à manger cette surproduction. Donc ce système, il va évoluer, il ne va pas rester sur ce modèle-là de 80 à nos jours. On va avoir des évolutions assez importantes, puisqu'après, il y aura un financement qui se mettra en place par le biais de l'Europe. Il y aura en France, entre guillemets, des innovations sociales, régulièrement, l'invention des épiceries sociales, la façon dont un certain nombre d'opérateurs vont rentrer
dans la filière pour proposer des nouvelles façons, comme par exemple Réseau Cocagne, qui arrive en 2011 et qui va utiliser son réseau pour produire des légumes en direction de cette population. Et puis il y aura la crise du Covid qui va aussi accélérer un certain nombre de processus de cet ordre-là. Bon, je ne veux pas rentrer dedans parce que ça serait trop long, mais c'est tout simplement pour vous dire que cette filière, contrairement à ce qu'on peut nous raconter, en tout cas toute la justification morale qu'on a derrière, qui consiste à dire oui mais les gens ont faim, il faut qu'on leur donne à manger. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui il y a des gens qui mangent pas bien, il y a des gens qui mangent pas assez pour des questions de budget. Mais je ne sais pas si vous voyez, pour des questions de petit budget, on décide qu'une partie de la population finalement doit s'alimenter par ce gaspillage, quelle qu'en soit la forme, via ces opérateurs qui sont tous des associations, et qu'on va financer à la fois par de la subvention publique, avec derrière donc des distributeurs, des producteurs qui vont pouvoir défiscaliser une partie de leur production, ce qui est le cas aujourd'hui, par exemple, de certaines coopératives agricoles, et en même temps de la grande distribution qui va plus ou moins l'utiliser fortement dans un premier temps et qui aujourd'hui l'utilise un petit peu moins. Bon, enfin, ça donne derrière des concurrences sur l'accès à l'alimentation qui sont quand même assez hallucinantes et qui posent plein de questions. Alors, à partir de ça, donc il y a un certain nombre de courants, pour le dire comme ça, qui réfléchissaient chacun de leur côté comment on pouvait transformer ça en posant la question finalement d'un accès universel. C'était un peu ça l'idée. Et en gros, je dirais, il y a 4 courants qui ont construit la proposition de sécurité sociale de l'alimentation telle qu'on le connaît aujourd'hui, qui se sont regroupés sur l'influence et la coordination d'ailleurs d'un ingénieur agro. Ces 4 courants, c'est d'abord d'une part ce réseau militant autour de l'agriculture paysanne qui a été finalement un peu le soutien de la durabilité de cette préoccupation-là pendant un quart de siècle. Donc on va retrouver autour de la Confédération paysanne, en sachant que la Confédération paysanne va se poser la question de l'alliance avec les citoyens, en gros autour de 2014, pas avant, à partir de 2014. Parce qu'ils savent pertinemment que ce projet d'agriculture paysanne, il ne peut pas se vivre vraiment s'il n'y a pas une alliance avec le mouvement citoyen. Donc il y a eux et tous les périphériques qu'il y a autour d'eux. Donc ce courant-là est extrêmement présent. On a un deuxième courant qui est celui qui s'est fédéré autour de Bernard Friot et de ses travaux. Bernard Friot est quelqu'un qui travaille sur la question de la sécurité sociale, de son histoire, de son évolution, des questions de rapport de force depuis plus de 40 ans. Et je ne sais pas si vous le connaissez, c'est lui qui propose le salaire à vie et qui s'appuie sur le régime général de la sécurité sociale. Il y a ce courant de l'aide alimentaire qui défend une idée du droit à l'alimentation et qui, dans une certaine mesure... par l'entrée dans le collectif SSA, propose évidemment, partage cette idée d'universalité, mais en gros, pour l'instant, est plutôt donc comment on améliore l'accès à l'alimentation pour les personnes précaires. Et puis il y a cet autre courant dans lequel on est nous, qui avons défendu l'idée d'un droit à l'alimentation durable. D'abord, d'une part, de le constitutionnaliser, avec l'analyse politique qui va avec, en expliquant que le droit à l'alimentation aujourd'hui, c'est un droit qui est niché dans les droits humains. Ces droits humains, ils sont portés par l'ONU. Or, ces droits-là, ils sont complètement assujettis aux accords de l'OMC, c'est-à-dire aux accords mondiaux concernant le commerce. C'est-à-dire, tant qu'on continuera à considérer que l'alimentation est une marchandise comme une autre, on a peu de chances d'obtenir ce droit à l'alimentation. Alors on travaille aussi à des échelles plus grandes que l'échelle française, en sachant que par exemple pour un pays comme la France, sa réponse au droit à l'alimentation, c'est justement l'aide alimentaire. Alors, on ne voit pas très bien en quoi cette aide alimentaire permet aux gens
de avoir un accès universel comme ils le veulent. C'est un droit à l'abri de la faim, on est bien d'accord, mais ce n'est pas un droit à l'alimentation. Et donc, dans ce cadre-là, on a aussi beaucoup travaillé sur les référentiels européens, pour essayer de voir aussi si de ce côté-là, il n'y avait pas des choses à débloquer. Et là, on tombe sur quand même le ficelage hyper fin, hyper bien foutu de la législation qui protège le marché agroalimentaire. Donc il y a ce qu'on appelle, ce qu'on a mettre un peu en opposition. Ce qui est clair, c'est que le droit de l'alimentation, il existe et il est fort, il est puissant, mais pas le droit à l'alimentation. Donc voilà, donc on est dans cette situation-là, et ces 4 courants, finalement, arrivent à se mettre d'accord sur cette idée de sécurité sociale de l'alimentation, en sachant que ce qu'on a comme modèle derrière, le truc sur lequel on s'appuie, c'est le régime général de la sécurité sociale. C'est-à-dire, et le régime général tel qu'il a existé entre 1946 et 1967. C'est-à-dire une vision de la santé, pour dire les choses telles qu'elles existaient, qui est un droit très ouvert, qui permet à l'ensemble de la population de se soigner en fonction de ce qu'elle a besoin, et d'un financement par le biais de la cotisation sociale qui est prise sur la plus-value faite par le travail, en gros cette partie du salaire socialisé qu'on met en commun pour pouvoir prendre en charge la santé. Sur la période 46-67, ce système-là, il est complètement autogéré par les syndicats et les travailleurs donc, qui sont présents dans ces syndicats. Je suis un peu désolée parce qu'il n'y a pas beaucoup de travailleuses quand même, hein. C'est beaucoup porté par les hommes malgré tout. Ce modèle-là, c'est celui-là sur lequel nous, on va s'appuyer pour faire notre proposition de sécurité sociale de l'alimentation. Alors, on fait avec le contexte tel qu'il existe. D'abord, d'une part, la séparation en branches de la Sécu qui vont se mettre en place après 1967 au fur et à mesure des réformes qui vont se mettre en place. D'abord, dans un premier temps, par l'obligation de la parité, c'est-à-dire faire en sorte que le patronat rentre dans la gestion de ces caisses, d'une part, et puis ensuite la reprise en main par l'État français à partir de 1995. Voilà. Donc on est bien conscient de ce processus pour y être attentif dans la situation d'aujourd'hui, en sachant que dans la situation d'aujourd'hui, vous voyez, hein, on est quand même dans une situation vis-à-vis de la Sécu, où on n'a plus beaucoup la main sur grand-chose, quoi. Voilà. Donc on en est bien conscient. Cette cotisation sociale du régime général, elle a servi bien évidemment à ce que les Français et les Françaises se soignent, mais elle a servi aussi à investir dans un modèle de santé, comme par exemple la construction des hôpitaux et ce qui va avec, c'est-à-dire l'industrie pharmaceutique. Donc on a aussi finalement ces luttes déjà existantes, ces expérimentations, ces régimes déjà en place, suffisamment fortement pour qu'on puisse prendre les leçons aussi de ça et de savoir ce qui peut nous arriver avec le fait de vouloir se référer à ce système de régime général. Donc ce collectif SSA, il s'est mis d'accord sur un socle commun. Tout le monde s'est mis d'accord là-dessus, voilà, même si nos origines sont assez différentes et peut-être on n'a pas tout à fait le même modèle politique dans la tête, mais en tout cas on est d'accord sur la question de l'accès universel. Et l'accès, alors nous on rajoute l'accès universel entre guillemets singulier, dans le sens où ce qu'on dit, c'est que ça ne peut pas être un régime alimentaire pour l'ensemble de la population. Là, avec l'alimentation, on voit bien qu'on est obligé de prendre des différentiels de façon de manger qui sont super importantes, ce qui est vachement compliqué à faire prendre en compte dans un pays comme la France, qui pense les choses de façon verticale, et justement l'universalité à partir de ça. Hein, c'est comment on fait prendre en compte le fait que les besoins des adultes ne sont pas les besoins des enfants, ou le besoin des femmes qui attendent des petits ne sont pas les mêmes qu'une femme plus âgée. Donc ça, c'est quand même super important. L'idée, c'est on part des besoins alimentaires, ce qui est complètement différent de la situation d'aujourd'hui, où on nous fait croire qu'on aurait le choix sur notre alimentation, ce qui est évidemment pas vrai du tout, dans la mesure où on est en permanence orienté par l'offre alimentaire. Donc déjà, le premier point, c'est celui-ci. Le deuxième, c'est effectivement le financement par la cotisation sociale. Donc il nous faut à peu près entre 120 et 140 milliards pour monter ce projet. Et derrière ça,
l'idée, c'est de redistribuer à l'ensemble de la population une allocation entre 120 et 150 euros par personne. Cette allocation, elle servira donc sur ce troisième pilier qui est le conventionnement démocratique. C'est-à-dire, c'est comment on se met ensemble dans des caisses de sécurité sociale de l'alimentation pour décider du conventionnement qu'on va faire de la production, de la transformation et de la distribution et des lieux de consommation. Voilà. Donc derrière ce que je suis en train de vous dire, la question du système alimentaire, elle est quand même vachement importante. C'est déjà sortir de cette vision qui consiste à ne pas connaître les conditions sociales de la production alimentaire, en gros de ce qu'on a dans nos assiettes. Donc on travaille à partir de cette définition d'un système alimentaire qui est complètement, qui peut être complètement discutable, hein, on est bien d'accord, mais qui nous sert aujourd'hui de point de représentation pour pouvoir reprendre la main et commencer à réfléchir là-dessus. C'est d'une part de se dire que pour manger, donc ça arrive dans nos assiettes, il faut qu'on ait de la production. Il faut qu'on ait de la transformation pour un tas de produits. Et la transformation, c'est par exemple juste le boulanger. Il faut avoir des lieux de distribution et puis des lieux de consommation. Et les lieux de consommation, c'est chez nous, mais c'est les cantines, c'est les restos, c'est les street food, c'est tout ce que vous pouvez imaginer comme ça. Voilà. Et ces 4 activités-là, on a besoin de reprendre la main dessus. Ça veut dire qu'en gros, il faudrait qu'on les retrouve dans les collectifs citoyens qui se mettent en place pour faire du conventionnement. Alors, donc toutes les expérimentations aujourd'hui sont d'accord sur ces 3 piliers, en sachant que la question de la cotisation sociale c'est un impôt, hein, et donc il n'y a que l'Assemblée nationale qui peut décider d'un impôt dans notre pays. Donc évidemment, on n'a pas de cotisation sociale, donc on est sur des expérimentations qui fonctionnent sur un modèle de financement, d'une part avec de la contribution volontaire, c'est-à-dire comment des citoyens contribuent à ces caisses, de la subvention publique et de la subvention privée, puisqu'on a dans pas mal d'expés du soutien, par exemple, du réseau des Biocoop. Voilà. Donc c'est à peu près sur ce modèle-là que s'est construit cette SSA. Aujourd'hui, on est à peu près entre 50 et 60 initiatives à l'échelle du territoire. Et c'est pas que chez nous. Parce que finalement, à partir du moment où on a fait cette proposition de s'appuyer sur le régime général de la santé, un certain nombre de pays autour de nous qui ont aussi des régimes de sécurité sociale ont commencé à regarder ça avec nous. Donc aujourd'hui, on a des discussions. Alors avec les Belges, ils sont très proches de nous, hein, donc ils sont à peu près au même point que nous sur la façon de faire des propositions. Mais on a des discussions par exemple avec des Allemands qui sont quand même sur des organisations fédérales, donc pas tout à fait les mêmes que les nôtres. On a des discussions aussi avec les Italiens, les Espagnols et des Anglais qui commencent à nous demander un peu comment on pourrait faire, dans la mesure où eux sont aujourd'hui dans des situations autour de l'accès à l'alimentation qui est vraiment dur. Voilà, pour vous dire un petit peu rapidement l'état de la situation aujourd'hui. Et tout ça, derrière, c'est le projet qui est partagé à travers ces initiatives de SSA, et il y a des interprétations qui peuvent être un peu différentes, et en particulier, nous on le voit à travers le prisme du communalisme, où on ramène derrière une autre façon de penser ces caisses de sécu, comme par exemple, une de nos propositions, c'est celle de penser non pas une caisse centrale, mais de penser une confédération des caisses de sécurité sociale. Et quelque chose que je n'ai pas abordé, mais peut-être on l'abordera un peu plus tard, c'est que dans ce projet, il y a énormément de femmes et énormément de jeunes. Et donc c'est comment aussi, à travers ce prisme-là, on voit bien qu'on est sur une analyse du besoin de la vie ordinaire, et on a besoin aussi de construire très fortement un pouvoir politique du côté des femmes et des enfants sur la constitution de ces caisses de sécu. Voilà. Merci Dominique. Alors moi je vais vous parler d'une expérience qui est vraiment, enfin une expérimentation qui est au niveau balbutiement. Donc sur la salle, on a réussi, donc je suis élue à la salle, on a réussi à mettre en place, avec bien sûr l'aval du conseil municipal, une commission extra-municipale alimentation locale et collective,
donc qui est composée de parents d'élèves, d'habitants, d'élus. Et donc il y a eu une réflexion autour de l'alimentation plus à la cantine scolaire, au niveau des enfants, où on se rendait compte que le prestataire, puisqu'on a affaire à un prestataire, ne nourrissait pas correctement nos enfants. Donc on a travaillé sur un appel d'offres pour changer de prestataire. Donc ça aussi, ça a été très intéressant parce que c'était un travail fait avec, en collaboration avec les parents d'élèves, les élus. Donc ça permet de monter aussi en compétences pour chacun. Et on a abouti à un changement de prestataire. Et là, au jour d'aujourd'hui, donc les enfants mangent majoritairement bio et local. Donc ça a été une réussite pour nous. Voilà, un petit groupe. Et puis, on s'est dit, il faut peut-être aller un peu au-delà. Et la question s'est posée sur l'alimentation sur le territoire et au niveau des adultes au jour d'aujourd'hui. Donc là, on est vraiment, c'est le balbutiement. On s'est dit, on monte un petit collectif qui travaillerait sur la sécurité sociale de l'alimentation localement. On ne sait pas trop encore comment. Donc on en est plutôt à regarder un peu ce qui existe autour de nous, à rencontrer des gens comme Dominique qui nous apportent beaucoup de théories, beaucoup de réflexions. Et puis, donc on va continuer. Mais ce groupe, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un groupe qui est ouvert sur la salle. Voilà, il y a déjà des gens qui veulent nous rejoindre. Et on ne sait pas encore si c'est quelque chose qu'on va construire d'une façon plus large. Il y a un projet alimentaire territorial qui se monte au niveau de la communauté de communes, avec la communauté de communes. Donc l'idée, c'est de la relocalisation de l'alimentation. En gros, Simon, il pourra rajouter d'autres choses. Et voilà, on va essayer de voir un peu les ponts qu'on pourra faire ensemble et travailler autour de ça. Donc c'est vraiment une petite expérimentation, voilà, qui débute. Et on voulait en parler parce que ça nous semble important. On a fait un premier pas au niveau des enfants et on voudrait aller un peu plus loin. Voilà ce que j'ai à dire là-dessus. Après... Ouais. D'autres villages ? Oui, alors il y a beaucoup de villes. Il y a Montpellier, il y a... non, mais c'est ce que je dis, mais dans les villages, il y a le Cadenet. Mais sinon, je ne connais pas trop de villages, moi, qui... en milieu rural. Il y a l'Ariège, il y a plusieurs projets. Et puis, il y a Royan avec un S, dans l'Isère. Vous voyez, il y a des endroits comme ça. Il y a Dieu-le-Fit aussi, qui a expérimenté un projet. C'est pas le seul endroit, mais qui est super intéressant de marché à prix différencié. Donc ça existait déjà, ces initiatives avant ce projet de sécurité sociale. Ça a été le cas, par exemple. Il y a un projet super intéressant qui s'était mis en place sur Grabels, là au nord de Montpellier. Bon, il y avait c'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que la SSA, ça a permis de booster un certain nombre d'initiatives qui existaient déjà, et ça a permis d'en créer aussi beaucoup dans des endroits où il y avait des gens qui se posaient des questions et qui finalement se sont réunis pour mettre en place un certain nombre de choses. Un des projets, un des trucs qui est difficile à tenir sur cette idée de SSA, parce que l'objectif de la SSA, c'est quand même la transformation des systèmes alimentaires, vous avez compris. C'est-à-dire, c'est comment on prend en compte la situation des filières agricoles, des filières de transformation qu'il y a sur les territoires sur lesquels on vit, avec les impératifs qui nous sont donnés, en particulier par le changement climatique. Donc c'est super important. Bon, et c'est difficile à tenir à la fois cette préoccupation-là, et en gros, des collectifs qui se mettent en place, et on voit bien que dans ces collectifs, comment dire ça ? Je veux dire, aujourd'hui, c'est quand même une partie du mouvement social qui est assez fort, parce que la SSA, elle est du côté du mouvement social. C'est pas du tout un projet qui est piloté ni par les syndicats, ni par les partis politiques. Et du coup, c'est comment on fait dans la mesure où ce qui porte ces projets-là, en gros, c'est comment on est capable aujourd'hui de se remettre au travail sur les processus démocratiques. Ça, c'est quand même assez fondamental. Et là, on voit bien qu'on part de loin et qu'on a une rupture dans notre histoire sur les luttes autour
des questions de démocratie. Donc on se retrouve dans des situations où à la fois il faut permettre que tout le monde puisse parler, mais qu'on ne soit pas sur de la participation institutionnelle. Et comment on fait pour mettre en place des collaborations, par exemple avec des collectivités territoriales, alors que sur le fond, on le sait, on ne peut pas leur faire confiance sur la façon dont ils reprennent la main à chaque fois sur les projets citoyens. Et en même temps, je veux dire, c'est pas possible aujourd'hui, pour la plupart du temps, de travailler sans eux. Des projets SSA autogérés, il n'en existe pas. Les projets autogérés qui existent, ils sont à l'extérieur du dispositif SSA. Donc vous voyez, on est quand même dans une période où finalement, ce mouvement social qui travaille sur la SSA, en gros, ce qu'on est en train d'apprendre, c'est comment on fait aujourd'hui pour prendre des décisions ensemble, autour de quelque chose qui nous est vital, qui est l'alimentation. Donc ça, c'est quand même c'est hyper positif. Je veux dire, ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas vu ça, que c'est hyper positif et hyper important. Après, je dis les choses clairement, mais vous voyez bien que ça nous concerne, nous, petite bourgeoisie intellectuelle des villes et des villages, C'est-à-dire comment on fait pour que ce travail-là, il puisse être partagé plus largement. Et là, on voit bien qu'on est sur des désaccords politiques qui sont quand même assez forts. Alors en même temps, c'est super important que nous nous mobilisions sur ces sujets-là, parce qu'on est dans une période où il vaut mieux. Et d'autre part, parce que, dans une certaine mesure, se remettre au travail de ces apprentissages démocratiques, c'est aussi une forme d'organisation d'une résistance civile dont on a besoin et dont on va avoir très besoin. Voilà. Donc c'est pour ça que ce mouvement de SSA, non seulement il porte cette ambition de transformation des systèmes alimentaires, mais il porte aussi profondément un changement sur la façon dont on veut vivre ensemble. Voilà. Et ça, je pense que c'est quand même quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Après, ça nous demande, et je reconnais que je complexifie encore les choses en disant ça, ça nous demande d'être en capacité quand même de nous poser la question des rapports de domination. Nous, les Blancs, par rapport à nos camarades racisés, la question de la domination des hommes sur les femmes, surtout à travers les projets agricoles, la question de la technologie agro-industrielle, etc. C'est-à-dire que c'est tout ça aussi qu'on se prend à bras-le-corps dans ces apprentissages démocratiques. Et donc, ça complexifie encore les choses. Et dernier petit point qui est quand même super important, c'est que, bon, là où vous êtes, vous, là-bas en Cévennes, c'est peut-être plus facile pour vous, mais cette espèce de mythe qui consiste à penser qu'on va bien manger grâce au petit paysan qui est à côté de chez nous, vous voyez bien que ça concerne qu'une toute petite partie de la population. Je veux dire, la question des circuits courts et de la relocalisation, elle est extrêmement importante dans la façon dont elle transforme les circuits alimentaires. Elle est super importante dans cet apprentissage de la démocratie à travers les discussions qui peuvent se nouer. Mais vous voyez bien qu'on ne va pas tous manger si on attend que ça. D'accord ? Donc ça veut dire qu'on est obligé de penser aussi la question de la coexistence des systèmes alimentaires. C'est-à-dire comment on fait avec les circuits longs, comment on pense nos relations avec les autres pays autour de nous. Enfin, je veux dire, nous, dans le Sud, penser sans l'Espagne et sans l'Italie, ça paraît quand même un peu étrange. Bon, voilà. Donc, je veux dire, la question, dès qu'on tire un fil, waouh! Voilà, ça se complexifie, d'une part. Et la deuxième chose, c'est qu'on a en face de nous une puissance monumentale capitaliste à travers le système agro-industriel. Alors, c'est vrai que si on s'arrête à ça, on ne bouge pas, quoi. On ne bouge pas, c'est trop dur, quoi. C'est trop énorme, c'est tout ce qu'on peut imaginer. Mais par contre, si on se dit que finalement, quels que soient les endroits où on habite, on se met à construire sur ce modèle démocratique des lieux, des espaces où on va tenter de reprendre la main, y compris simplement par nos échanges, ça vaut le coup. Et il n'y a pas qu'un seul modèle qui serait la caisse bien léchée, bien mise en place avec toutes ces difficultés. Moi, je suis dans un village où on part d'un groupement d'achat pour parler de sécurité sociale de l'alimentation. Donc, vous voyez, c'est ça qu'il faut essayer de cultiver, et que peut-être sur une intercommunalité comme la vôtre, qui est vaste, avec des espaces différents, il faut partir avec des petits projets.
Et l'enjeu, à ce moment-là, c'est bien la question des articulations politiques entre ces différents petits projets. Voilà. Bonjour, non mais tu causes, c'est très intéressant et on est content de t'entendre. Moi, je suis fondateur d'une biocoop à La Roque et j'ai donc participé à la réflexion qui consiste à se dire que sur nos territoires, il nous faut construire des possibilités de diffuser nos produits locaux, parce que c'est une des préoccupations quand même des circuits biocoop, et puis en même temps celui de permettre à un véritable développement agricole de production locale. Et de ce fait, on a rencontré le logiciel Cratère qui nous explique qu'aujourd'hui sur nos territoires, on est à 3, 4, 5% d'autonomie alimentaire et qu'on dépend énormément du flux des marchandises aujourd'hui distribuées donc par les lobbies de l'agroalimentation que tu as largement décrit. Moi, j'ai plusieurs réflexions. Une première réflexion, c'est celle sur l'histoire, à savoir que les caisses de sécurité sociale sanitaire, de santé, ont été créées d'abord avant-guerre, avec un ensemble de petites caisses qui se sont organisées localement au travers de certaines entreprises qui, avec une volonté de patriarcat, développaient dans le cadre de leur confort syndical, on va dire de l'époque, des mutualisations. Que ce système repose sur la mutualisation des moyens pour obtenir une égalité de l'accès aux besoins. Et que cet aspect-là me semble très important et très déterminant à placer en avant pour comprendre que là, on sort du régime capitaliste, puisqu'on est sur un cercle vertueux qui a pour vocation de permettre à chacun de trouver la satisfaction de ses besoins au travers d'une participation, on va dire, en fonction des ressources, puisque c'est aussi le principe de l'impôt de la cotisation sociale, au travers de ces ressources. Donc celui qui a un salaire élevé donne plus que celui qui a un salaire moins élevé. Donc s'appliquer à fonctionner comme ça. Et c'est dans ce sens-là que j'avais compris l'expérience de Montpellier, où il fallait atteindre un certain seuil de population avec une répartition sociale assez choisie, de manière à ce qu'un certain nombre de, on va dire, classes secondaires, parce que les classes riches ne s'intéressent pas à ça, mais de classes secondaires qui ont les moyens, qui pouvaient porter plus, et permettre comme ça à des classes pauvres de trouver une solution, à accéder à une alimentation de qualité. Parce que aussi, c'est ça qui est déterminant, c'est de comprendre que l'agro-industrie, et surtout ce dont tu as parlé concernant l'aide alimentaire, c'est qu'on a accès à des produits qui sont des produits toxiques en termes d'alimentation. Il faut en parler en disant que, oui, mais pour moi, en tous les cas, l'agro-industrie, avec sa distribution de pesticides et d'insecticides au travers des aliments, contribue à une destruction de la santé. Et il faut poser la question de quel type d'alimentation. Et c'est pour ça que quand tu dis on veut développer les circuits courts, on veut développer des circuits courts de qualité en s'orientant vers des producteurs qui ont une vocation, disons, à être orientés vers le bio. En tous les cas, c'est comme ça que je le comprends. Tout ça, ça va dépendre de la rencontre institutionnelle. Parce qu'au final, moi, j'ai assisté à un ensemble de conférences aujourd'hui. Et à chaque fois, ce qu'on rencontre, c'est que quand il y a une rencontre avec l'institution possible, les choses peuvent se mettre en place. Mais dès qu'il y a une opposition de rencontre avec l'institution, ça devient une bagarre et c'est très épuisant. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est que c'est pas nécessairement mauvais. Il y a les Restos du Cœur, là, dernièrement, à Anduze, qui distribuaient des produits bio dans le cadre de la distribution alimentaire. Donc voilà, il faut faire attention à ce qu'on dit. C'est pas... Voilà. Bah, peut-être... Non, mais peut-être, mais ça existe. C'est ça, c'est que... faut faire attention. Bon... Mais par rapport à l'institution, moi, c'est que nous, c'est une question qu'on se pose, hein, je veux dire, avec l'histoire du PAT. Se dire, on s'est posé quand même une question quand on a monté le petit collectif là de SSA là sur la salle, c'est de se dire, est-ce que c'est issu
De la commission extra-municipale, on s'est dit non. C'est dit non parce que d'abord il y a prochainement des élections municipales, donc à tout moment ça peut être bazardé. On voudrait que ce soit ouvert beaucoup plus que ce qu'était la commission extra-municipale, c'est-à-dire qu'il y ait plus de gens qui se sentent à l'aise. Donc voilà. L'autre chose, donc là il y a l'histoire du projet alimentaire territorial, où on en a discuté. Bon, c'est bien, on en discute facilement avec la personne qui s'en occupe. J'avoue que oui, j'ai envie de travailler avec. Hein, toi, je pense qu'on aura envie, mais on n'a pas envie d'être récupéré, quoi, à un moment donné aussi, quoi. Tu vois, c'est vraiment une collaboration, et c'est ça qui est parce que c'est pas les techniciens qui vont récupérer, mais c'est bien les élus. Hein, je suis très à l'aise, hein, parce que je suis aussi élu communautaire, donc je suis très à l'aise de ce dont je parle. Mais voilà, j'ai pas une confiance dans les institutions. C'est en fait une proposition qui est partie au tout départ de la Biocop d'Alès, qui est gérée par une association, je tiens à le dire, parce qu'on tient vraiment à ce système de gestion associative. D'ailleurs, c'est quand même une des associations qui est à l'initiative de la création de Biocop nationale il y a une grosse quarantaine d'années, donc on n'est pas peu fiers, mais bref. Donc on a lancé un projet de sécurité sociale alimentaire ou de caisse de solidarité alimentaire, on l'appelle un peu comme on veut. On n'aime pas tous SSA, mais bon, c'est pas grave, on est en train de chercher le nom. On est en train de travailler à créer une structure administrative déjà, parce qu'il nous semble que pour contacter toutes les institutions, les ci, les ça, c'est pas mal si on a un truc qui ressemble à quelque chose d'administrativement reconnu, mais même si... Bon, nous, évidemment, pareil, on n'a pas du tout l'intention de se laisser récupérer par quelques structures officielles, quelle qu'elle soit, mais si on peut les gratter, on ne va pas se gêner. La difficulté, peut-être, si on doit en trouver une pour l'instant, c'est que comme on est un peu au début et qu'on n'a pas encore justement une structure qui nous permet de faire de la com, de faire de ci, de ça, on a un petit peu du mal à fédérer. On était plutôt assez nombreux au tout départ à la première réunion. Ça plaisait à plein de gens, puis évidemment, l'été passant, etc., on est un petit peu moins nombreux là justement à réfléchir à par exemple des statuts pour une association, parce que c'est quand même... on peut pas prendre des statuts standards. Comment Oui, si on peut, mais on a un peu envie d'affiner en fait. On a un peu envie d'affiner dès le départ, et puis de se prémunir quant à des possibilités justement de... j'utilise des grands mots, d'accord, d'entrisme, quel qu'il soit aussi. Oui, tout ça pour dire que si vous êtes sur Alès, on est preneur naturellement de bonne volonté pour compléter ce collectif qui est composé d'associations aussi, de structures, de citoyens, qui est un peu pour l'instant porté par les salariés et le conseil d'administration de la Biocop, mais ce n'est pas l'idée qui est générale derrière. Pour l'instant, voilà, on démarre, ça fait une dizaine de mois. Donc on est preneur de coups de main, de bonne volonté, de bonnes idées. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec le socle commun de la SSA ? A priori, oui. A priori, oui. Ouais, complètement, oui, les 3 piliers, etc. Ouais, je ne saurais pas tout redire là tout de suite, mais ouais, puis on est en lien avec des structures comme Caravalim, Le Pat aussi sur Alès, quoi d'autre, plein de trucs. On a aussi une antenne d'ATD Carmonde au-dessus d'Alès. Ouais, c'est pour ça que c'est intéressant aussi que vous regardiez un peu qui sont vos partenaires, quel est leur parcours par rapport à la SSA, et justement peut-être comment aujourd'hui un certain nombre d'acteurs sont bien à l'aise avec la question de la SSA, mais pas forcément pour le même projet politique que celui qui est défendu par un certain nombre d'entre nous. Oui. Et juste aussi un petit détail pour l'instant, on a aussi mis en place à Soleil-Levin Biocop, à Alès, une sorte de panier suspendu en fait, et qui se met à vraiment bien fonctionner. J'ai plus les sommes en tête, mais il y a quand même eu pas mal il y a au moins 1 500 € déjà qui ont circulé.
voilà, sans distinction de revenus, de qui c'est qui vient s'en servir. Et ça commence vraiment à fonctionner de plus en plus, les gens sont au courant. Et voilà, parce que en gros, la première préoccupation qu'on a, c'est effectivement, au-delà de l'autonomie alimentaire, qu'on verra un jour si on peut en parler, en tout cas la solidarité déjà. Oui, et ça, ce que vous dites là, c'est extrêmement important, parce que c'est les deux entrées qu'on voit sur ce projet, c'est ça. Soit les gens, ils arrivent par le biais de la précarité alimentaire, soit les gens, ils arrivent par le projet de l'agriculture paysanne. Ils ne voient pas les autres acteurs du système alimentaire. Et par exemple, sur les villages, la question des commerces de proximité, elle est quand même vitale. Alors, moi, je dis ça parce que ce qu'on voit aussi sur pas mal de projets où l'entrée se fait par la précarité alimentaire, dans une certaine mesure, c'est plus la recherche de l'amélioration de l'aide alimentaire et de la filière de l'aide alimentaire, y compris en y mettant de la solidarité et des choses comme ça, et pas celle de la transformation des systèmes alimentaires. Donc il faut être quand même assez attentif à ça, parce qu'on est dans un pays qui considère que l'alimentation, on peut le reprendre en termes de politique sociale par la distribution de produits alimentaires. Vous voyez, c'est quand même pas la même chose. Je veux dire, sur le logement, même si c'est dur aujourd'hui, le projet le projet de l'État français, ça a été de verser une allocation de logement qui s'est transformée en ce qu'elle est aujourd'hui et qui a finalement amené des conditions complètement différentes sur la question de l'accès au logement, même si aujourd'hui c'est une galère. Mais ce que je veux dire derrière ça, c'est que l'alimentation, ça n'a jamais été posé comme étant quelque chose qui pouvait être autre chose qu'une denrée alimentaire. Du coup, dans cet État libéral, la question de la charité, autour de les gens ont faim, il faut leur donner à manger, ça reste une modalité morale extrêmement puissante. Et au niveau de la SSA, on trouve quand même pas mal de gens qui sont habités par ça. Donc évidemment, penser à résoudre la question de la précarité alimentaire, c'est évidemment un projet qu'on partage tous. Mais la SSA, c'est pas ça. C'est pas une politique sociale pour pauvres. C'est pas du tout ça. On est vraiment à la fois dans une idée de transformation des systèmes alimentaires et d'accès universel. Même si cet accès universel, il faut qu'on le mette au regard, d'une part, des endroits où on habite et des besoins, évidemment, des hommes, des femmes et des enfants. Justement, à ce propos, je voudrais revenir sur l'idée là, du conventionnement. Comment ça a été un petit peu travaillé, parce que j'ai l'impression, le mauvais sentiment, qu'en fait, la grande distribution pourrait être très attentif à ce projet et pour pouvoir aussi placer leur commerce, pour que des gens puissent venir acheter sur les 150 € quelque chose dans leur commerce. Et notamment du fait que pas mal de chaînes, de grandes chaînes de distribution ont des produits bio et maintenant font appel à des paysans de proximité pour se fournir en très petite quantité de toute façon. Et en fait, les clients qui viennent voient un petit peu la production locale, mais surtout achètent aussi du bio qui vient peut-être d'Espagne ou d'ailleurs. Enfin, il n'y a pas que en Espagne. Mais enfin, et ça m'inquiétait un petit peu là. Je me demandais comment vous y aviez réfléchi. Alors, c'est vrai que cette préoccupation, elle est présente dans les caisses qui travaillent sur le conventionnement. C'est un long travail démocratique. Les gens discutent longtemps des produits, etc. Alors les produits, ils sont regardés, et ça c'est peut-être déjà une première dérive par rapport au projet initial, et j'expliquerai pourquoi. Donc les gens travaillent beaucoup sur les produits, regardent les conditions sociales de production de ces produits. C'est quand même vachement important, et je suis désolée de vous dire, mais c'est pas parce que c'est du circuit court ou du local qu'on a une garantie sur les conditions sociales de production qui sont derrière, et encore moins du bio, entre parenthèses. Donc je veux dire du local, d'accord, mais pas du local à tout prix. Bon, donc ça c'est super important à prendre en compte. Et ce travail-là, il est extrêmement important. C'est ce que je suis en train de vous dire depuis tout à l'heure, c'est-à-dire que ça participe de ces apprentissages de processus démocratiques. Donc ça, c'est bien. Mais par exemple, nous, ce qu'on propose, c'est pas ça. Nous, ce qu'on propose, c'est le conventionnement des producteurs. C'est pas le conventionnement des produits. Et c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même façon de réfléchir. Parce que finalement,
on peut agréer la Biocoop du coin et un certain nombre de ses produits, ça pose pas problème en soi. Mais d'abord, déjà, derrière, quelles sont les conditions sociales de la production? On peut faire confiance au réseau Biocoop pour y faire attention, mais on sait aussi qu'il y a des tas de produits où ils ne sont pas capables de nous répondre de toute façon. Donc, ce qui veut dire qu'on est obligé aussi... Enfin, je pense qu'il ne faut pas perdre ça de vue. C'est-à-dire qu'à la fois, on fait avec les réalités dans lesquelles on est. On ne va pas aller se mettre à se battre contre Carrefour ou Super U du coin. Je veux dire, on est complètement conscient de la façon dont le marché est en train de récupérer tout ce travail qui est fait. Vous en faites pas, on n'est pas dupes là-dessus. D'ailleurs, il ne faut pas que vous le soyez non plus. Il faut d'ailleurs que vous y soyez vigilants, parce que les propositions qui viennent de l'agroalimentaire aujourd'hui, qui reprennent ces principes participatifs, ils sont présents. On a eu quand même Carrefour, qui pendant un moment donné, ils n'ont pas fait longtemps, mais qui a proposé une assurance alimentation. Une petite cotisation chaque mois. Et quand les gens se retrouvaient dans une situation de galère, ils pouvaient faire jouer leur assurance sur un panier alimentaire, etc. Donc je veux dire, ils font leurs tentatives. L'histoire des paysans locaux qui mettent leurs produits là. Et en même temps, quand on regarde qui sont ces paysans, on voit bien que derrière ça, il y a des enjeux de survie aussi qui existent. Donc voilà, il faut prendre chaque chose comme elle est. Il ne faut pas se débarrasser, en gros, de ces questions d'approvisionnement comme ça. Et c'est d'autant plus important que je vous rappelle, juste comme ça, que le bio, aujourd'hui, le réseau des Biocoop, les marchés paysans, aujourd'hui, c'est vous et moi qui allons là-dedans. D'accord ? Donc ça veut dire aussi qu'on représente quoi dans l'ensemble de l'accès à l'alimentation dans la population française ? On est epsilon. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On continue à fabriquer nos entre-soi. On peut d'ailleurs, parce que c'est aussi des lieux de résistance, donc il ne faut pas les empêcher. Mais je veux dire, quelle conscientisation on a de cette situation dans le réel ? Voilà. Et comment on essaie de partager ça autrement ? Pour ceux et celles qui interviennent auprès de familles à petit budget, qui cherchent des alternatives à l'aide alimentaire. Il y en a quand même aujourd'hui un petit peu. Nous, ce qu'on entend, quand même les 3/4 du temps, c'est que, d'une part, il y a une conscientisation très forte des effets de l'agro-industrie sur leur santé, directement, qu'il n'y en a aucun d'entre eux qui a spécialement envie de rester dans ce type d'alimentation. Ça, c'est clair. Et d'autre part, ils nous disent aussi... Non, mais attendez, je veux dire, ça fait 40 ans que vous nous rabâchez les 5 fruits, 5 légumes. Qu'est-ce que vous avez fait pour qu'on puisse vraiment y accéder ? Et vous, là, dans votre façon de voir votre alimentation avec vos légumes, sans la viande, etc. Attendez, là, de quoi il s'agit ? Donc on est sur des confrontations idéologiques et profondes sur les modèles culturels auxquels on appartient. Donc, moi, je dis toujours, quand on commence à travailler sur la SSA, le premier truc, c'est mettons-nous d'accord sur nos désaccords. Mais mettons-nous d'accord sur nos désaccords en acceptant d'avoir des discussions et une réflexion démocratique autour des dissensus. Il faut arrêter de penser que cette idéologie du consensus est finalement de fonctionner qu'avec le minimum d'un dénominateur commun, ça va nous faire avancer. Et si on ne fait pas ça, on n'entendra pas ce que nous proposent les autres, disons, fractions de la population qui sont proches de nous. Ils sont proches de nous. Mais je veux dire, l'alliance avec les classes populaires, elle n'est pas au rendez-vous. Et elle continue à se faire, quand elle existe, dans des rapports de domination qu'on interroge peu. Donc je veux dire, la SSA, c'est ça aussi. Ça veut dire remettre à plat un peu la façon... qu'on a de vouloir partager ce besoin qui nous est commun, qui est celui de manger au moins 3 fois par jour, quoi. J'ai une question au niveau de la réflexion qui peut être menée au niveau du collectif national sur les questions du revenu des agriculteurs. Comment on pense à la fois cette question du conventionnement, du fait de solvabiliser aussi les personnes avec 100 euros, 150 euros qui sont pensés dans les expérimentations, avec le revenu des agriculteurs, éventuellement une pensée autour de la question du revenu universel ou du revenu minimum. Et quelles sont les réflexions qui sont menées au niveau national, Dominique ?
Alors ça fait partie des fondements de ce projet de sécurité sociale. Enfin, moi, je réagis parce que pour moi, c'est pas juste une question du revenu des paysans, c'est aussi le revenu des salariés qui travaillent aujourd'hui dans les entreprises de transformation, c'est le revenu du boulanger, c'est tout ça qui est en jeu. Et c'est pour ça que la question du conventionnement est super importante. Parce que le conventionnement dans le projet, c'est pas sur les produits, c'est bien sur les gens qui travaillent. C'est bien de conventionner les paysans, les commerçants, ceux qui sont dans les entreprises de transformation, de façon à ce qu'ils puissent bénéficier d'un revenu qui leur permet de vivre. Oui, c'est fondamental. C'est fondamental, je suis complètement d'accord. Et ça, c'est présent dans la réflexion du projet de SSA. Alors, Réseau Salariat a fait quelques projections à partir d'un revenu qui pourrait être de 2 000 € par exemple. Ils ont fait des projections pour regarder qu'est-ce que ça voudrait dire en termes de montant de cotisation derrière. Donc oui, il y a des réflexions qui sont menées là-dessus. Et c'est fondamental, parce que s'ils n'ont pas de quoi vivre, ça ne le fera pas, quoi. Moi, je voulais revenir sur cette notion de l'aide alimentaire vers le droit à l'alimentation et rajouter que concernant l'aide alimentaire, les grandes multinationales font des grands stocks d'alimentation industrielle et qu'elles sont quand même défiscalisées en fonction des stocks qu'elles ont. Je vous assure que, il y a des études qui ont été faites là-dessus. Les supermarchés sont défiscalisés quand ils vont donner. Ah non, c'est pas tout petit, ça devient de plus en plus important. Bon, d'accord. Bon, alors je regarderai plus près, j'en prends acte. Mais bon, je voulais parler aussi de la notion de démocratie dans la sécurité sociale de l'alimentation. C'est-à-dire que, par exemple, l'expérience de Montpellier, que j'ai suivie très attentivement, lorsqu'il y a eu le bilan l'année dernière, ce sont les personnes qui étaient partie prenante du comité citoyen et qui avaient bénéficié de ces 150 € qui ont pris la parole pour expliquer et pour faire les analyses. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant, parce que du coup, on a demandé à ces gens-là aussi, bien avant, de faire des formations. Et ils ont eu des formations, des gens qui disaient moi je ne sais pas parler, moi je ne sais pas comment il faut faire. On leur a dit si, parce qu'on va apprendre tout ça. Et je pense que bien manger, bien se nourrir, c'est aussi d'une socialisation, j'allais dire, de tous ces participants. Et ça, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Voilà, et je terminerai en disant que la sécurité sociale de l'alimentation, elle fait réseau par rapport à ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'elle implique énormément de champs, c'est-à-dire de la plantation de la pomme de terre jusqu'à ce qu'elle vienne dans votre assiette, quels sont tous les parcours de la chaîne alimentaire qui est derrière. Et ça, je trouve qu'il n'y a que la SSA, un exemple concret d'expérimentation, et je crois qu'il n'y en a pas beaucoup, donc il faut s'impliquer là-dedans. Ouais, moi, je suis complètement d'accord avec vous. Je pense que la SSA, aujourd'hui, c'est un des rares espaces où il y a quelque chose qui se passe, quoi. Et que donc il faut y être, quelle que soit la forme par laquelle on y arrive, mais je suis complètement d'accord. Le problème qu'on a quand même aujourd'hui, un des problèmes qu'on va avoir de plus en plus, ça va être comment ce mouvement social qui porte ce projet-là peut faire politique. Parce que, je veux dire, on peut faire plein d'expés, si on n'essaie pas de les traduire par un rapport de force pour que dans un pays comme la France, et je rappelle, c'est que l'Assemblée nationale, on puisse transformer les choses, ça va être quand même vachement problématique. Voilà. Et donc aujourd'hui, c'est toutes les discussions qui peuvent s'engager d'une part avec les syndicats et d'autre part avec les partis politiques. Et comment on fait pour que les syndicats et les partis politiques acceptent cette discussion avec le mouvement social sans chercher systématiquement à être en surplomb par rapport à ce travail porté par la société. Voilà, c'est un enjeu vachement fort. C'est un enjeu très, 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 très important. Juste un petit truc sur la défiscalisation, parce que vous avez raison. Effectivement, la grande distribution ou les grandes coopératives agricoles, d'ailleurs, c'est pareil, défiscalisent ce qu'elles donnent à l'aide alimentaire. On est bien d'accord. Mais il y a un plafond qui est relativement bas par rapport au chiffre d'affaires que font ces grandes
ces grandes distributions, etc. Voilà, c'est dans ce sens-là que je veux dire. Et c'est important qu'on le dise parce que, pour rappel, ça veut dire que derrière, c'est effectivement de l'argent qui ne va pas rentrer dans le budget de la nation, quoi, tout simplement. Terminer en disant que sur Nîmes, nous avons un groupe SSA qui est en train de se monter. Voilà. Moi, quand j'ai commencé à entendre parler de la SSA, je trouvais ça lumineux. Je me disais, mais c'est extraordinaire, il va se passer des choses géniales. Et puis plus j'en entends parler, plus je suis perdue, parce que je suis perdue par la complexité du problème. J'entends qu'il y a plusieurs courants déjà, au moins 4, qui voient les choses différemment. Et ça m'effraie un peu. Je me dis, comment on va aboutir à quelque chose ? Et du coup, j'ai une question peut-être un peu naïve, mais est-ce que c'est pas imaginable que les communes s'emparent de cette histoire-là, par exemple en embauchant des agriculteurs pour produire localement pour les gens du village et des alentours, pour la cantine scolaire, en les rémunérant et en leur garantissant un lieu pour travailler et pour produire, pour nourrir la population locale. Et ça se fait déjà, hein. Il y a des communes qui ont mis à disposition des terrains et qui salarient par exemple des maraîchers. Donc il y en a quelques-unes quand même comme ça. Moi, ce que j'ai évoqué, c'est les 4 courants qui ont construit le projet de SSA. Donc c'est justement ça qui est intéressant, c'est comment 4 courants qui sont sur des approches différentes se sont mis ensemble pour construire ce projet. Si j'ai tout bien compris, une fois que ça marchera, admettons que ça marche, on donne 150 € à une personne qui a faim. Voilà, c'est ça ? Non. À tout le monde recevra. 150 € à tout le monde. Tous les gens. Tous les gens, oui, y compris les enfants. Y compris les enfants. Et cet argent-là, il sera utilisé par la personne qui le recevra. Voilà. Donc, si cette personne... dans un réseau conventionné. Et comment on va savoir que ces 150 €, ils ont été... Parce que tu ne pourras pas les utiliser ailleurs, tout simplement. C'est comme ta carte vitale aujourd'hui, c'est exactement le même. Avec un truc, avec des banques, quoi. Une carte qui ça marche. Tu sais, ça sera comme ta carte vitale, ça sera une carte vitale qui aura pas plusieurs formes, celle de la monnaie locale ou autre. D'accord, qui sera utilisée dans des magasins qui sont avec des producteurs de proximité. D'accord, ok. Vous savez tout sur la SSA, donc on compte sur vous pour mettre en place des initiatives partout. Même si vous partez d'un petit collectif où vous êtes 3 et que vous fondez un groupement d'achat, par exemple, eh ben, vous pouvez vous mettre en route pour la SSA.